Amar, vous êtes le vice-président du Conseil régional de Bretagne. Vous venez de lancer une COP régionale. Comment cela s'organise-t-il avec les énergies renouvelables de la mer? Alors depuis le 9 mars, le carrefour des transitions, donc c'est le croisement de toutes les transitions écologiques, environnementales, énergétiques, mais aussi des transitions économiques que peut traverser la Bretagne, qui se sont réunis au même endroit à Saint-Malo pour en fait participer à l'élaboration d'une forme d'engagement collectif des Bretons et des Bretonnes vers un environnement qui soit en accord avec l'économie. Donc aujourd'hui, on n'oppose plus économie et environnement. Et les énergies marines renouvelables, pour moi, symbolisent vraiment ce que peut être cet accord entre écologie et économie. Et montrer aussi qu'aujourd'hui, le développement durable, c'est le bon accord, la bonne répartition entre la contribution, certes, à la création de richesses, mais aussi à la préservation des richesses naturelles qui sont les nôtres et sur un territoire comme la Bretagne qui en est très riche. Le Conseil régional de Bretagne et la région Bretagne a été l'une des premières et même l'une des pionnières en ce qui concerne l'hydrolien. Et aujourd'hui, vous vous placez également sur l'éolien flottant. Oui, oui. Quels sont vos atouts? Alors, d'abord, il y a de l'énergie au large des côtes bretonnes. L'usine marémotrice de la Rance, il y a 50 ans, a valorisé la marée. On a poursuivi avec les courants marins depuis 2003 avec Sabella au large donc, du Fromver, Ouessant, pour valoriser les courants de ce fort site en termes de potentiel hydrolien. Et puis on a Papol-Bréa aussi avec Open Hydro, DCNS et EDF qui a fait l'objet d'un site démonstrateur. Désormais, on passe dans une nouvelle phase, c'est la phase commerciale. Et ce matin, la ministre de l'Environnement a annoncé un nouvel appel d'offres commercial pour les fermes hydroliennes. Il y aura un site en Bretagne, a priori d'une puissance de l'ordre de 100 MW. Et donc dès la fin de l'année, la Bretagne sera susceptible d'avoir quelques porteurs de projets qui s'intéressent à elle, et notamment à la zone du Fromver, pour venir profiter du courant hydrolien qui est présent là-bas. Et puis donc sur l'éolien flottant, un autre domaine technologique important dans les énergies marines pour la Bretagne. Le site pilote, lui, est retenu au large de Groix, entre Groix et Belle-Île plus précisément. Et donc on travaille désormais au sein de la conférence régionale mer et littoral à l'élaboration de 2 macro-zones qui permettront, après un travail de concertation indispensable, de définir là aussi 2 zones, peut-être 3, qui pourront être exploitées et produire à terme de l'ordre de 500 MW chacune, donc 1,5 gigawatt pour la Bretagne, qui en complément de l'hydrolien nous permettrait pratiquement de répondre à la programmation pluriannuelle de l'énergie pour ce qui concerne les énergies marines, rien que sur le territoire breton. Donc ça montre bien l'ambition de la Bretagne en matière d'énergie marine. En ce qui concerne l'hydrolien, vous avez fait une planification de l'espace maritime. Je crois que ça a été publié, vous l'avez présenté. Comment se présente la situation? Alors la planification, ça demande du temps, donc il ne faut pas se presser. Il faut prendre le temps d'écouter les points de vue, les intérêts que les uns et les autres peuvent communiquer. Mais quand on a une ambition collective qui est affirmée, les gens savent se rassembler. Les différents acteurs travaillent ensemble pour pouvoir définir la meilleure zone. La zone, bien sûr, qui sera productive, mais qui sera aussi acceptable et qui évitera les conflits d'usage avec d'autres activités. C'est aussi une zone qui préservera l'environnement. Ça serait quand même une aberration que de dire on utilise une énergie renouvelable pour la question environnementale, mais avec un impact sur les fonds marins qui serait assez déplorable. Donc aujourd'hui, on travaille aussi sur des études de sites qui sont très poussées de façon à se garantir le minimum d'impact pour ce type de technologie. Et puis, il faut aussi, je crois, on peut le dire, un bon accord entre les collectivités et l'État, que ce soit l'État en mer ou l'État donc au niveau du territoire terrestre régional. Ça, en Bretagne, c'est quelque chose qui marche bien. Et donc, quand on a cette communauté, finalement, d'acteurs qui travaillent ensemble à l'élaboration d'une zone acceptée, une zone concertée, on a finalement des choses à proposer aux développeurs, aux porteurs de projets, qui se sentent dérisqués, comme on dit, et donc qui peuvent après développer leurs projets en toute sécurité, mais aussi avec une forme de soutien local, qui est aujourd'hui un gage de réussite au final. En ce qui concerne l'éolien flottant, je crois qu'aujourd'hui il y avait une réunion de concertation avec RTE et me semble-t-il avec
L'ensemble des acteurs locaux, hein, c'est ce qu'on appelle l'instance de concertation locale. Cette instance de concertation concernait RTE, concernait le flotteur, bien évidemment avec Ideol. Est-ce que la région Bretagne était également représentée? Alors en fait je suis ici donc je ne peux pas être en ce moment à Lorient pour cette instance de concertation. Le principal sujet ce soir c'est la question du raccordement et du passage du câble. Donc on verra ce qui se sera dit ce soir. La concertation va se poursuivre aussi durant le mois d'avril avec des réunions donc, sur Quiberon, sur Belle-Île et sur Groix. Là, pour vraiment prendre en compte l'ensemble des expressions au niveau local, y compris des personnes qui viennent ne serait-ce qu'en vacances sur ces îles et sur cette presqu'île. Et donc, une fois qu'on aura l'ensemble des points de vue, on choisira le meilleur fuseau pour faire passer le câble de raccordement et ainsi permettre aux 4 éoliennes General Electric sur flotteur des CNS de pouvoir ensuite fournir du courant électrique à la Bretagne. Une Bretagne, rappelons-le, qui a bien besoin de cette fourniture électrique. Aujourd'hui, nous sommes à 15% de taux de couverture de notre consommation par les énergies produites en Bretagne. Avec les énergies marines, c'est pratiquement 20% supplémentaire de taux de couverture qu'on peut espérer d'ici 2030. Donc nous changeons d'époque en matière énergétique en Bretagne et les énergies marines renouvelables sont un vecteur indispensable à ce changement d'époque, à ce qu'on appelle la transition énergétique. Le pacte breton a bien évidemment un impact tout à fait important et a su mobiliser un certain nombre d'habitants, même la plupart des habitants de cette région. Comment souhaitez-vous le faire évoluer et quels sont les accords que vous avez pris par exemple avec Enedis sur le compteur intelligent? Alors, le pacte électrique ne fait pas l'unanimité en Bretagne, il faut être clair, parce qu'il y a toujours du débat en Bretagne, et c'est très bien. Par contre, ça a donné du sens. En gros, ça a pratiquement mis les premiers jalons qui ont déterminé la trajectoire transition énergétique bretonne, au moins dans le domaine électrique. Dans ce pacte, il y a bien sûr la production d'énergie renouvelable, dont les énergies marines. Il y a aussi un large volet consacré à la maîtrise des consommations, ce qui est indispensable. Il faut qu'on consomme moins d'énergie, au moins par habitant. Après, comme la Bretagne accueille 25 000 habitants supplémentaires, c'est compliqué de faire réduire en valeur absolue cette consommation. Mais on y travaille aussi sur le bâtiment, sur l'industrie, sur les transports. Tous les domaines sont concernés. Et puis, il y a un volet qui est la sécurisation de notre approvisionnement électrique. Alors, bien sûr, on peut se sécuriser avec de la production supplémentaire, mais on peut aussi se sécuriser par un meilleur pilotage sur le réseau. Donc, le réseau, lui, doit évoluer. On a encore des gros investissements qui sont en cours sur le réseau électrique breton, ce qui nous permettra d'accueillir des énergies renouvelables et notamment marines. Mais il y a un volet sur lequel la Bretagne, avec les Pays de la Loire, s'est vraiment bien engagée, c'est la question du numérique et du croisement en fait, entre les technologies du numérique et celles de l'énergie et de l'électricité en particulier. Et c'est ça qui fait, ce croisement, qui nous rend, on va dire, intelligents dans notre façon de consommer l'électricité et qui, à terme, va aussi pratiquement nous faire passer dans une nouvelle époque, là, sur le pilotage de la consommation électrique. Et le compteur intelligent est un maillon indispensable parce qu'il permet de voir comment l'énergie est consommée de manière diffuse. Elle nous permet aussi, pour ceux qui peuvent produire de l'électricité à domicile, comment la production est produite donc, de manière diffuse. Et ensuite, on assure des équilibres énergétiques locaux à l'échelle du quartier, à l'échelle de la commune, à l'échelle peut-être d'un territoire comme un pays, comme on le dit en Bretagne. Et donc c'est là que Enedis, mais aussi RTE, viennent jouer leur rôle d'équilibre au niveau du réseau électrique breton et finalement nous permettent de mieux valoriser la production renouvelable, de peut-être donner des signaux aussi aux consommateurs pour qu'ils consomment l'électricité au moment où elle est disponible, et notamment quand elle est produite de manière renouvelable. Et enfin, sans doute aussi un nouveau modèle tarifaire donc sur l'utilisation du réseau, sur la façon dont on va rémunérer l'électricité produite de manière renouvelable, mais aussi la façon dont on va pouvoir peut-être rémunérer l'électricité parce qu'elle aura été consommée au bon moment. Et donc là aussi, il y a une valeur sur le fait que ce n'est pas seulement l'électron, mais c'est quel électron, à quel moment, à quel endroit. Et donc on rentre là aussi dans un nouveau modèle énergétique avec une nouvelle équation économique sur laquelle Bretagne et Pays de la Loire, dans le cadre d'un projet qu'on appelle SMILE, aujourd'hui est vraiment fer de lance. Une question qui n'est pas anecdotique, la région Bretagne et les Pays de la Loire également d'ailleurs,
ont aussi des zones, je vais dire, insulaires. Comment pensez-vous pouvoir faire évoluer la loi ou utiliser la loi transition énergétique pour mieux adapter une énergie propre et notamment une énergie de la mer, renouvelable de la mer, pour les zones insulaires? La loi, elle donne du sens, elle organise, mais après, il n'y a rien de mieux que les accords locaux entre les différentes parties prenantes. Je prends le cas de l'île d'Ouessant. Aujourd'hui, on va avoir des hydroliennes Sabella qui vont être implantées donc, à proximité de l'île d'Ouessant, qui vont donc fournir ce territoire en électricité. EDF, avec sa branche système énergétique insulaire, va gérer la façon dont cette électricité va être injectée sur le réseau et va faire du stockage, du pilotage intelligent grâce aux technologies du numérique. Et on aura aussi l'ensemble des consommateurs de l'île qui vont être finalement responsabilisés en adaptant leur consommation. Donc ça veut dire c'est l'habitant, lui, qui va pouvoir gérer son éclairage, la façon dont il utilise sa machine à laver, peut-être à terme sa voiture électrique. Enfin voilà, tous ces usages pourront à un moment peut-être être orientés, mais de manière volontaire bien sûr de la part de l'habitant, en vue d'un meilleur équilibre énergétique local. Et bien sûr, les collectivités sont aussi très mobilisées. C'est le cas de la commune d'Ouessant avec son partenaire Habitat 29 pour le logement social, qui lui va aussi être un logement responsable sur le plan donc, de l'électricité, et aussi le syndicat d'énergie du Finistère, qui par exemple a fourni donc, aujourd'hui des équipements en termes d'éclairage public qui sont complètement intelligents et complètement adaptés à la nécessité d'adapter la consommation à la façon dont l'énergie est produite et au moment où elle est produite. On aurait envie de vous poser plein de questions sur le port de Brest, bien évidemment, mais vous avez toujours eu une communication très forte sur ce point et on peut le retrouver sur le portail Énergie de la mer. Une chose qui est intéressante aussi, c'est le transfert de savoir-faire et la mise du savoir-faire aussi des pêcheurs sur ces nouveaux métiers qui sont les métiers de maintenance, d'installation, etc. On voit par exemple qu'au Conquet, il y a un bateau, parmi tant d'autres d'ailleurs, Mériroise, qui est ici à Synergie, qui est présenté. Comment voyez-vous justement cette évolution, tout en maintenant les métiers de la pêche, qui sont vraiment très importants, ça va de soi. Comment voyez-vous cette évolution et comment allez-vous l'accompagner? Alors, dès le début, quand on a parlé énergie marine, on a discuté bien sûr du sujet avec les pêcheurs, parce que voilà, ils exploitent une partie donc, des ressources présentes en mer. Il faut absolument qu'ils soient associés à l'évolution de la façon dont on va valoriser la mer présente au large de nos côtes. Aujourd'hui, ils peuvent être acteurs, ils peuvent être même partie prenante dans le développement des énergies marines, et c'est ce qu'on a déjà fait sur les différents projets pilotes. Ils ont bien sûr eu leur avis à donner, mais aujourd'hui, ils ont même été mobilisés pour certaines opérations d'études de sites, aussi de maintenance autour des différentes technologies qui ont pu être développées. Et donc on voit qu'aujourd'hui, il peut peut-être avoir un complément d'activité entre l'activité de pêche et l'activité donc de soutien auprès des projets d'énergie marine. Donc c'est une bonne diversification du métier de pêcheur. En tout cas, certains pêcheurs l'ont bien compris et il faut vraiment les soutenir dans cette initiative. Si j'élargis un peu la question autour des bonnes idées que les uns peuvent avoir sur une zone et qui peuvent partager avec d'autres, donc j'en parle pour les pêcheurs, mais globalement, on a cette culture en Bretagne de ne pas garder les choses pour nous. Donc de ne pas les garder entre les différents territoires de Bretagne, entre les différents secteurs d'activité. Et donc je pense que c'est aussi le message qu'on veut faire passer aux autres régions maritimes françaises, c'est qu'en gros on est prêt à prêter la façon dont on a travaillé en termes de méthode, c'est-à-dire la méthodologie de planification, voilà, il n'y a pas de copyright sur ce qu'on a pu faire, c'est qu'on vraiment on souhaite le développement des énergies marines sur l'ensemble du territoire français. Et puis on cherche aussi à travailler dans la complémentarité avec les autres régions maritimes, et c'est ce qu'on a engagé notamment avec la région des Pays de la Loire, avec une forme de partenariat au fil de l'eau. Dès qu'on voit que l'un peut rendre service à l'autre, il est disponible, et finalement notre complémentarité fait qu'aujourd'hui on est plus efficace dans le développement des énergies marines. C'est le cas sur le flottant, c'est le cas sur l'hydrolien, et ça sera le cas aussi sur notre communication à l'international, puisque désormais nous irons sous bannière commune dans les différents salons concernant les énergies marines. Ça ne sera pas Bretagne d'un côté, Pays de la Loire de l'autre. On aura une bannière commune. Le slogan qu'on emprunte
empruntera, ça sera Invest in Western France. C'est ce qu'on dira en juin à Londres, à l'Offshore Wind Energy. Très bien. Et pour terminer, vous aviez signé il y a 2 ans, 3 ans maintenant, un accord avec les anciennes régions, donc Basse-Normandie, Haute-Normandie, région Aquitaine, Pays de la Loire, déjà, où en est en définitive ce pacte que vous aviez passé, ou en tout cas cette collaboration? C'était un pacte qui avait d'abord comme première intention de convaincre l'État qu'il fallait aller plus loin dans le domaine des énergies marines renouvelables. Aujourd'hui, je peux considérer qu'on a été entendu. On voit bien que l'État, et notamment Madame Royal, ont pris les décisions qui donnent des perspectives à la filière. Donc il faudra vraiment que ça dure après l'élection présidentielle, après les législatives de cette année 2017. Il ne faut pas qu'on mette de frein au développement des énergies marines renouvelables. L'autre part de l'accord passé entre les régions, c'est justement de partager nos bonnes expériences. Donc là, on le fait de manière privilégiée avec la région Pays de la Loire, mais je pense qu'il y a des domaines notamment comme la formation professionnelle, où là, on est compétent donc, de par la loi, et donc l'ensemble des régions, on pourrait imaginer la façon dont on implante les secteurs de formation, les différents instituts dédiés aux énergies marines renouvelables sur le territoire français. Et puis, il faudra aussi qu'on ait une ouverture à l'international, parce que pour moi, je n'imagine pas qu'un jeune s'engageant dans une formation autour des énergies marines n'aille pas faire un tour dans les pays scandinaves ou au Royaume-Uni pour continuer à se former, voire même partir avec Sabella aux Philippines ou des CNS au Japon pour vraiment voir qu'aujourd'hui les énergies marines c'est une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et donc à une responsabilité globale, mondiale que nous devons tous finalement assurer à notre niveau. Merci beaucoup Dominique Ramard. Je rappelle votre centre très large de compétences. Vous êtes le vice-président du Conseil régional de Bretagne, vous êtes en charge de l'environnement et vous êtes également en charge de beaucoup d'autres interactions. Est-ce que malgré tout vous auriez la gentillesse de nous dire comment se font les croisements avec les autres vice-présidents? Il n'y a vraiment aucun souci avec mes collègues et je leur remercie pour la confiance finalement qu'ils m'accordent parce que la question énergétique c'est une question transversale. Bien sûr chacun est dans son domaine de compétences et donc je respecte complètement ce qu'ils peuvent engager. Par contre ce qu'ils ont compris c'est que finalement la question énergétique vient aussi donner des perspectives nouvelles au secteur dont ils ont la charge. C'est vrai bien sûr sur la mer avec Pierre Karleskind, c'est vrai sur la question des transports avec Gérard Laëllec et c'est la question de la formation professionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure, où Georgette Bréard est vraiment très active pour intégrer dans la carte des formations en Bretagne la question des énergies marines, comme on peut le faire sur d'autres domaines énergétiques, le bâtiment durable ou bientôt la mobilité.